évitez de grignoter. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. C'est une tradition qui a commencé un 31 décembre 1959 au soir. Et depuis, tous les ans, les présidents imitent le général. Françaises, Français, au début de l'année, pour la réussite de la France, je nous souhaite à tous, en son nom, la foi et l'espérance nationale. Vive la République! Vive la France! Certains ont essayé d'innover assis au coin du feu, comme Valéry Giscard d'Estaing. Adieu donc, 1974. Et salut à toi, 1975. Bonne année, Françaises et Français. Et bonne année, la France. Et l'année d'après, c'est aux côtés de la première dame qu'il présentera ses vœux, toujours au coin du feu. Ses vœux, c'est aussi l'occasion de formules désormais restées très célèbres. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. On va donc parler des vœux présidentiels dans Esprit Libre ce matin avec Jean-Marie Colombani et Sophie Obadia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. L'une est avocate, l'autre est le fondateur du site slate.com. Cet exercice autorise rarement des folies. À quoi s'attendre ce soir d'Emmanuel Macron ? S'attendre à ce qu'il arrive à convaincre les Français qu'il est bien à sa place. Parce que le grand difficulté de l'exercice d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de capter l'attention. On est quand même dans une période où il n'est plus écouté, il n'est plus entendu. Les Français se sont détachés de lui, ont divorcé d'avec lui. Et donc, son problème, ce sera en effet de capter l'attention et de justifier qu'il soit toujours en place. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qu'il va dire et son sort est étroitement mêlé au sort des institutions, en fait. Il est aujourd'hui le garant de cette continuité, de la solidité des institutions dans un moment où tout semble au contraire partir à volo, pour parler un peu comme De Gaulle. Donc c'est ça l'exercice principal qu'il doit faire. Alors il y a un film avec une chanson qui s'appelle Résiste. C'est ce qu'il va devoir se convaincre. Il faut qu'il convainque les Français qu'il faut qu'il résiste jusqu'à la fin, jusqu'au terme de son mandat. Alors, ça n'égalera pas, évidemment, les extraits qu'on a entendus et de Gaulle et de François Mitterrand, qui sont deux sommets et deux moments clés, d'autant que c'est l'avant-dernière année, ce n'est pas la dernière année, c'est l'avant-dernier. Mais c'est la dernière année pleine. Mais c'est l'avant-dernière fois qu'il présente ses vœux, pas la dernière fois. Donc, mais donc c'est ça la difficulté. On est quand même dans une situation de divorce telle que certains se posent la question de sa légitimité. Donc son problème, c'est de réaffirmer cette légitimité et de convaincre les Français qu'il est à sa place et qu'il faut qu'il reste à sa place jusqu'à la fin de son mandat. Et pour convaincre, il faut quoi ? Il faut plutôt des belles formules, comme celle de François Mitterrand, ou plutôt des annonces fracassantes ? Visiblement, c'est plutôt la forme qui prime. Les Français savent que les promesses ne seront pas tenues. Souvenez-vous, l'année dernière, on nous parlait de référendum. On ne l'a jamais vu, ce référendum. Il nous parlait d'espérance, comme le général de Gaulle tout à l'heure. Et il a confiance dans la France. Et d'après ce que j'ai lu, il va centrer ses vœux sur le French bashing. C'est-à-dire cesser de se plaindre d'être français et cesser de nous voir plus petits que nous sommes. C'est le propos qu'il tiendrait. J'en sais rien, c'est ce que j'ai lu. Mais effectivement, s'il le fait, il est là aussi dans la tradition gaulliste qui consiste à entraîner le peuple, à dire, allez, encore une année ensemble, faites encore un effort, regardez-moi, le premier de cordée, je vous tire, on va passer encore une belle année. C'est de la forme, c'est de la communication. Nous savons que les Français n'en veulent plus, parce qu'il a beaucoup trop parlé, je pense, le président de la République. Sa parole n'a pas été assez rare, et par conséquent, aujourd'hui, plus personne n'a envie de dire « Ah, on s'arrête, il est 20h, on va l'écouter ». À mon sens, je le ferai parce que j'adore ça, mais je suis pas sûr que tous les Français aient envie de ça, parce qu'il a trop parlé. Dans sa façon de s'exprimer aussi, il y a quelque chose qui nécessite un décodeur. Parce qu'il n'est pas compréhensible tout de suite par tout le monde. Alors que vous écoutez le Premier ministre Sébastien Lecornu, tout le monde comprend. On se souvient de la façon dont Jacques Chirac s'exprimait, en scandant, en marquant bien les liaisons, en faisant des phrases très simples. Il était écouté, entendu, compris de tout le monde. Ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron qui
toujours se laisse aller à parler, j'allais dire, dans des hautes sphères, mais qui ne sont compréhensibles que par un petit nombre. C'est une des raisons de sa difficulté. Par ailleurs, on évoquait tout à l'heure l'idée qu'il se mettrait en travers du French bashing. En quoi, et je pense qu'il anticipe un peu ce que pourront être les termes du débat de 2027. Oui. Parce que la thématique du déclin, le fait qu'on décrive la France comme s'enfonçant chaque jour davantage, pays sans ressources, sans ressort, c'est finalement ce qui, au fond, fait le lit, comme on l'a vu ailleurs d'ailleurs, des partis nationaux populistes. Et donc, pour ceux qui voudront s'y opposer, il faudra tenir un autre discours plus confiant dans les capacités du pays, plus positif d'une certaine façon, mais avec de bons arguments pour étayer cette positivité. Et donc là, il anticipe, je crois, ce qui peut être une des frontières des débats qui nous attendent. Dans Esprit Libre, ce matin, on va s'intéresser également à cette décision hier, la Cour administrative d'appel de Toulouse, qui a donc validé l'autorisation environnementale du chantier de l'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse, objet d'une bataille juridique. Une précédente décision est donc invalidée, celle qui suspendait les travaux. Sophie Obadia, est-ce que c'est la fin du feuilleton ? Alors, sur le point de savoir si le chantier peut continuer, oui, c'est la fin du feuilleton. Là, c'est terminé. Il y a effectivement un pourvoi devant le Conseil d'État qui n'est pas suspensif, donc les travaux reprennent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie cacophonie juridictionnelle. En février, on nous dit attention, c'est une zone qu'il faut protéger. La question du désenclavement du territoire du sud du Tarn se pose. Enfin, beaucoup de questions qui étaient fort intéressantes sont totalement invalidées, donc annulées. Et là, la Cour d'appel dit non, il y a ce qu'on appelle un intérêt public majeur. Alors cette notion, vous voyez, c'est des grandes notions juridiques qui sont finalement assez floues, parce que l'intérêt public majeur, il y a 6 mois ou 7 mois, il n'y était pas. Aujourd'hui, il y est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt public majeur ? C'est l'idée de dire ce chantier est structurant pour l'avenir. C'est une avancée pour ces territoires. Et nous n'allons même pas, dit la Cour d'appel, discuter de savoir s'il faut désenclaver le territoire, si le bassin d'emploi doit pouvoir être mieux appréhendé par une accélération sur les routes, puisqu'on gagne quand même 30 minutes entre Castres et Toulouse. Ça n'est même plus la question. C'est un impérium, c'est-à-dire, voilà, nous décidons que oui, c'est majeur, c'est un intérêt public majeur. Alors vous imaginez bien que les associations de protection de l'environnement ne sont pas d'accord. Elles disent c'est inutile, c'est destructeur, c'est antisocial. Ce sont les mêmes questions qu'en fait que l'aéroport de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes. C'est la même question. Finalement, il n'a pas été construit parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'intérêt économique. Mais là, il s'agit d'une voie rapide plus qu'une autoroute. En revanche, qu'il faut préciser quand même pour nos auditeurs, c'est que persiste et viendra une décision au mois de janvier, le 12 janvier je crois, une décision pénale parce que le chantier a une trop grande emprise sur le territoire. C'est-à-dire, autrement dit, on est allé un peu trop loin dans l'emprise physique sur les sols. Donc là, on peut avoir une condamnation pour atteinte à l'environnement. Mais en ce qui concerne la poursuite du chantier, nous y sommes. Et est-ce que la justice est le bon terrain ? Parce que dans le fond, c'est un débat entre l'opportunité, vous l'avez cité, par rapport à la question environnementale. La justice est nécessairement le terrain d'arbitrage et finalement de jugement. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que c'est une affaire qui dure depuis 30 ans. On est au bout d'un processus de 30 ans. Donc c'est quand même assez considérable. Et puis en arrière-plan de cela, il y a quand même toute une fraction de l'opinion qui milite au fond pour la décroissance. Parce que ça pose le problème en France, en général, de savoir s'il y a encore une place pour des infrastructures nouvelles. Tout le monde admire la Chine pour la rapidité avec laquelle elle a mis en place un réseau de trains à grande vitesse, ou d'ouvrages d'art, ou ainsi de suite. Ou un hôpital pendant le Covid. Nous, c'est effrayant. Je crois que pour lancer une ligne à haute tension, il y a quelques années, il fallait 2 ans de procédure avant de pouvoir engager les travaux. Aujourd'hui, il faut 10 ans. Donc c'est un frein considérable pour l'ensemble du pays et pour la croissance elle-même. Et puis il y a aussi un élément qui semble méconnu de tout le monde, ou qu'il peut être bon de rappeler, c'est que ce choix d'investissement a été fait par les élus eux-mêmes. Donc les élus sont quand même légitimes à considérer ce qui est l'intérêt de leur région ou non. Voilà.
Par ailleurs, c'est toujours difficile parce que le lieu où vit la démocratie en France, puisqu'on se plaint toujours de ce qui nous sépare des élus, de ce qui nous sépare de ceux qui prennent les décisions, le lieu de la démocratie vivante, c'est quand même le réseau d'associations diverses et variées. Mais parfois, cela dit, ça donne des contre-indications parce que 30 ans de procédure et le blocage d'un équipement qui est attendu par une population, attendu par des élus, etc. C'est là que, voilà, il y a un peu un télescopage entre la façon dont on peut de se féliciter de ce tissu d'associations et la façon dont ils irriguent la démocratie au jour le jour, et puis la réalité des investissements qui sont réalisés ou décidés au nom d'un intérêt général, ce qui est différent des intérêts particuliers qui se mettent en travers. Et c'est ce que dit la décision de la Cour d'appel. C'est-à-dire elle ne veut plus entrer dans la discussion avec les associations. Elle dit c'est un intérêt majeur, public, c'est un projet structurant. Tout le reste, nous n'en parlons plus. Donc c'est en fait non pas un revirement, oui. C'est la tradition des décisions administratives de dire voilà, c'est l'intérêt public. Et on ne discute pas davantage. En ce dernier jour de l'année, l'un des événements marquants de l'année 2025, je dirais même 2 événements, ce sont les procès de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy. La première dans l'affaire des assistants parlementaires, l'autre dans celle des soupçons de financement libyen de sa campagne. Sophie Obadia, au-delà du fond des dossiers, c'est un petit peu la naissance dans le débat public de l'exécution provisoire, qui n'est pas neuve, hein. Qui n'est pas neuve, et ce n'est pas la naissance de l'exécution provisoire. On l'a remarqué pour ces 2 affaires. En fait, les 2 vraies affaires, à mon sens, qui l'ont montré l'année dernière, c'est l'affaire de Nicolas Bedos et c'est l'affaire de Pierre Palmade. Ce sont ces 2 affaires-là qui ont commencé à nous indiquer ce que c'était que l'exécution provisoire, à savoir que l'on voulait, pour éviter un certain danger en ce qui concerne Pierre Palmade, qu'il ne conduise plus, qu'il ne puisse plus être un danger public sur la route, eh bien on met à exécution provisoire et il ne fait pas appel. En revanche, concernant Nicolas Bedos, lui, il veut faire appel, il fait appel, mais le bracelet électronique lui est posé immédiatement puisqu'il y a une exécution provisoire, si bien qu'il renonce à l'appel puisqu'il a déjà purgé quand l'appel viendra. Et c'est là que nous, gens de droit, nous sommes indignés, avant l'affaire de Marine Le Pen, des assistants parlementaires ou l'affaire Sarkozy, c'est de dire, mais alors, puisque vous exécutez immédiatement et qu'on connaît les délais pour audiencer devant une cour d'appel, c'est déjà purgé, donc il n'a plus le droit à un 2e degré de juridiction. Et ça, c'est choquant. Là, on se dit, donc, il n'y a plus d'état de droit, comme on dit, mais c'est-à-dire, il n'y a plus de présomption d'innocence, il est condamné, donc la première décision est nécessairement la bonne, puisqu'elle est déjà exécutée, et que quand il arrive devant la cour d'appel, eh bien, c'est nul et non avenu. Et ça, c'est un problème pour les juristes. Non, c'est le vrai grand problème de cette situation. En effet, parce qu'on peut se demander ensuite ce qui reste de la présomption d'innocence, c'est-à-dire rien, d'une certaine façon. Cela dit, puisqu'on en parle, ces 2 procès sont 2 moments à la fois d'illustration de la façon dont la justice s'exerce en France, et dans la façon dont la justice, au fond, a pris son pouvoir. En France, dans l'histoire de France, et alors tout le monde a évidemment en tête la phrase de François Mitterrand, disant attention, les juges, la justice, les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, et ils vont avoir la peau de la République. Parce que les politiques considèrent que la justice va trop loin. Et ça, c'est un des points d'application de ce trop loin, précisément. Donc on devrait qualifier la justice de pouvoir, non plus d'autorité. En fait, je pense que toute notre histoire récente est marquée par la lutte, à mes yeux justifiée, de la justice pour conquérir sa propre indépendance. Parce qu'on se flattait toujours de mots et de discours sur l'indépendance de la justice qui n'existait pas. Donc là, elle existe, elle a été conquise au fil des ans, au fil des affaires, au fil de la mise en cause des responsables politiques, ainsi de suite. Il y avait plus de chasse gardée ou de gens qui pouvaient être préservés de l'action de la justice. Et donc, on est passé d'une autorité, ce qui était reconnu par la Constitution, le pouvoir judiciaire comme une autorité et non pas comme un pouvoir, à l'exercice d'un pouvoir aujourd'hui. Et c'est cette transformation qui est à l'œuvre dans le pays et qui bouleverse un certain nombre d'équilibres, mais qui est un élément essentiel parce que c'est une innovation dont on peut considérer qu'elle améliore la démocratie française, in fine, même si on peut être en désaccord sur telle ou telle décision. On peut être en désaccord sur la décision qui a frappé Nicolas Sarkozy parce que en plus c'est une atteinte supplémentaire à l'institution présidentielle elle-même, qu'on le veuille ou non, et celle sur Marine Le Pen qui peut fausser en effet les termes du débat alors même que le Rassemblement national et sa présidente occupent tant d'espace
dans l'espace politique français. Oui, la question, c'est qu'effectivement, on est passé de l'autorité à la question du pouvoir avec l'agenda politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement le fait que aujourd'hui les juges peuvent, en audiençant une affaire à un moment donné du calendrier politique, peser sur la décision et peser sur le débat démocratique. On l'a vu même pour Rachida Dati pour les municipales. Elle a obtenu de pouvoir être jugée après l'élection municipale. Mais pour Marine Le Pen, pas pour Nicolas Sarkozy, qui a priori n'a pas l'intention de se présenter, quoique, les deux, donc Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, les deux vont plaider une relaxe, vont donc solliciter des juges de les déclarer innocents et de pouvoir se présenter, en tout cas pour Marine Le Pen, devant les électeurs. Je rappelle, et c'est important parce qu'on l'oublie, il ne s'agit pas de l'application de la loi Sapin. Autrement dit, pour Marine Le Pen, l'inéligibilité n'est absolument pas automatique. Absolument pas. La Cour d'appel peut évidemment décider de la relaxe, mais peut décider d'une condamnation non assortie d'une inéligibilité. Et elle peut aussi ramener l'inéligibilité à une durée petite, faible, qui permettrait à Marine Le Pen de se présenter s'il s'agissait de 6 mois ou 1 an, d'autant qu'elle a déjà commencé à purger. Voilà, donc effectivement, pour nous, en tout cas pour moi, avocate pénaliste, 2026, c'est une vraie année judiciaire, parce qu'on va voir tous ces concepts, et celui de l'agenda politique et du pouvoir des juges, vraiment en action. Et ce sera donc la conclusion. Merci à tous les deux, Jean-Marie Colombani et Sophie Obadia dans Esprit Libre ce matin.